En effet, oui, je vais peut-être aujourd'hui dire des choses qui sont un peu à contre-courant ou à contre-pied de certain nombre de mythes et de représentations, qui sont des représentations nationales ou internationales et qui ont fait de Marseille, moi, ce que j'aurais envie d'appeler une étoile morte, c'est-à-dire quelque chose qui brille encore d'une lumière accumulée à l'époque où Marseille était quelque chose d'une quasi-ville mondiale à l'échelle méditerranéenne, mais qui a perdu cette fonction très lentement à la fin du siècle industriel et qui aujourd'hui se retrouve être une... Alors, on peut le dire tranquillement, mais une petite ville administrative de province, un peu qui flotte un peu dans ses habits urbanistiques, architecturaux et même peut-être ses habits sociaux. Donc, qui flotte un peu à l'intérieur d'images un peu trop grandes pour elle et qui essaye justement de retrouver quelque chose d'une lumière et qui a brillé au moins tout le XVIIIe et toute une moitié du XIXe siècle, qui a brillé à l'échelle de toute la Méditerranée. Alors, pour commencer à parler de cette ville, j'avais envie de parler d'Anvers. Vous allez m'excuser, puisque Anvers, ce n'est pas Marseille, mais il est intéressant de voir aujourd'hui comment un certain nombre de villes internationales ont récupéré un certain nombre de fonctions et d'espaces économiques qui étaient jusqu'à une certaine époque marseillais. Alors pourquoi Anvers ? Parce que Anvers est aujourd'hui la capitale quasiment mondiale de la circulation du grand marché de la voiture d'occasion vers l'Afrique. Anvers expédie chaque année 400 000 véhicules par an sur le seul port de Cotonou au Bénin. Le Bénin qui est devenu aujourd'hui un pays entrepôt, et même les Africains disent un pays garage, puisqu'en fait la quasi-totalité du pays est entièrement dévolue à le trafic, le commerce, la réparation des voitures d'occasion qui viennent d'Europe et qui circulent par le port d'Anvers. Cette filière économique, je ne veux pas trop développer les choses, mais cette filière économique est très active. Une grande compagnie européenne qui s'appelle la Grimaldi Lines, qui est une compagnie italienne, achemine ces 400 000 véhicules tous les ans dans des bateaux qui partent régulièrement sur le port de Cotonou. Le port de Cotonou reçoit aussi pas mal de voitures d'un autre port qui est devenu aujourd'hui un des grands ports de la voiture d'occasion vers l'Afrique et qui est celui de Baltimore. Voilà. Pourquoi je parle d'Anvers ? C'est tout simplement que ce commerce de la voiture d'occasion vers l'Afrique, qui nourrit Anvers, qui nourrit un certain nombre de quartiers à Bruxelles, qui sont les grands quartiers de garage où les voitures sont triées, filtrées avant de partir vers Anvers. Donc ce commerce de voitures d'occasion était localisé, domicilié sur Marseille jusqu'aux années 90. Marseille était, jusqu'aux années 90, le grand port de transit des voitures d'occasion vers le Maghreb, vers l'Afrique. Et tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un district productif était concentré autour de ces voitures d'occasion, puisque ces voitures d'occasion, il fallait les nettoyer, il fallait les arranger. Parfois, et d'ailleurs, il fallait leur redonner un numéro, parce que comme ces voitures étaient interdites dans les pays du Maghreb ou dans les pays d'Afrique, il fallait leur redonner une deuxième jeunesse en refrappant le numéro sur les moteurs. Il fallait les remplir, parce que c'est idiot, une voiture qui circule à vide. Donc il fallait les remplir de tout ce qu'on pouvait trouver, des pièces d'occasion, des pneus, etc. Même parfois de l'alimentaire. Moi, j'ai vu des voitures qui partaient vers l'Algérie avec des caisses de kiwi, des caisses de bananes, des choses comme ça, qui partaient vers l'Algérie. Donc tout ce commerce, et vous voyez bien que j'évite désespérément d'employer le mot trafic, parce que je ne voudrais pas donner l'idée que ces commerces ont quelque chose d'illicite, quelque chose d'illégal, quelque chose de crapuleux. Ces commerces sont des commerces informels, mais ils n'ont rien de crapuleux ou d'illégal. Ils sont simplement informels. Donc ce commerce était pour l'essentiel localisé sur Marseille. Dans les années 80, Marseille accueillait chaque week-end 40 à 50 000 Algériens qui venaient faire leurs courses à Marseille, dans un quartier qui s'appelle Belzunce, que vous avez ici, qui est en gros... j'ai pris cette carte du centre-ville de Marseille, parce que ce centre-ville de Marseille était jusqu'aux années 80 principalement occupé par ces commerces dont je suis en train de parler. La voiture d'occasion était tout au bout au nord de la carte que vous avez là.
le commerce algérien sur Belzunce était en gros autour du Vieux-Port, sur la partie droite de la carte, et débordait aussi un tout petit peu autour du Vieux-Port sur un autre quartier qui s'appelle Noailles et que vous avez là autour du Vieux-Port. Deuxième ville dont je voulais parler, c'est Istanbul. Istanbul, 15, 16, 14 millions d'habitants, 7 à 8 millions de touristes. Sur les 7 à 8 millions de touristes, la quasi-totalité sont des touristes, entre guillemets, russes, tadjiks, turkmènes, algériens, égyptiens, libyens, tunisiens, qui viennent faire leurs courses et leurs grands marchés à Istanbul, ce qu'on appelle le trabendo aujourd'hui en Algérie, qui porte essentiellement sur les bijoux, les fringues, les pièces auto aussi. Tout ce commerce aujourd'hui transite pour l'essentiel par Istanbul. Ça occupe tout un immense quartier, plutôt toute une série de quartiers dans le centre d'Istanbul, les quartiers de Laleli, Beyazit, Merter, Zeytinburnu, etc., qui sont des quartiers qui sont aujourd'hui occupés par ce commerce qui occupe lui aussi un certain nombre de minorités, bulgares, turcs, kurdes, etc., et donc qui fait vivre une grande partie d'Istanbul, au point que quand les édiles ou les élites urbanistiques stambouliotes ont décidé de redonner une fonction au port d'Istanbul, lequel, comme tous les grands ports industriels, était un peu en déshérence, les édiles d'Istanbul n'ont pas réfléchi longtemps et ils ont ouvert 2 immenses supermarchés sur le port d'Istanbul. Donc qui correspondrait à ce qui est le port de la Joliette ici, sur Marseille. Ils ont ouvert 2 immenses supermarchés directement accessibles par les bateaux. Donc les bateaux ont des échelles qu'ils descendent quasiment à l'intérieur du supermarché, et les Russes, notamment ukrainiens, russes, viennent faire leurs courses directement dans ces supermarchés. Cette fonction de commerce, je l'ai dit sur le commerce algérien, cette fonction de commerce était jusqu'aux années 80 domiciliée sur Marseille avec une activité extrêmement tonique et active, notamment sur la fringue, avec un secteur de grossistes qui étaient des grossistes venus du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, qui avaient sa relation et son lien particulier avec le sentier parisien, et donc qui fournissaient tous les vêtements qui étaient vendus sur ce secteur. Voilà. Tout ce commerce qui a disparu de Marseille dans les années 88. Alors c'est très précis 88, pourquoi? Pour une raison très simple, 88, instauration des visas, le grand processus de Schengen qui commence, et donc on oblige les Algériens à prendre des visas, et il devient de plus en plus difficile pour les Algériens d'avoir des visas, donc tout le commerce notamment algérien, mais maghrébin, puisqu'il est aussi tunisien, bascule à ce moment-là vers d'autres régions du monde, dont Istanbul, qui récupère la quasi-totalité de cette manne, plus la manne russe, la manne ukrainienne, etc. Voilà. Donc c'est 88, c'est une année très précise où le commerce sur Belzunce et sur le centre de Marseille commence à décliner. Troisième ville dont je voulais parler, puis après je parlerai de Marseille. Troisième ville dont je voulais parler, c'est Naples. Naples qui a récupéré, elle aussi, toute une série de fonctions. Naples est aujourd'hui le premier port de transit pour les marchandises chinoises vers l'Europe, à l'exception de quelques produits comme les baskets qui transitent encore eux aussi par Anvers, Rotterdam et Amsterdam. Anvers et Rotterdam. Donc Naples a récupéré une série de relations avec des transporteurs chinois qui amènent sur Naples la quasi-totalité des containers des marchandises dont nous sommes aujourd'hui consommateurs en Europe, des marchandises chinoises. Marchandises chinoises sur Naples, ça veut dire aussi toute une série d'ateliers, toute une série d'industries, dont une grande partie sont informelles et dont une grande partie sont contrôlées et prélevés par les groupes camorristes, mais ça c'est une autre histoire, très napolitaine. Donc ces commerces et cette industrie génèrent toute une industrie de petits ateliers qui réparent, imitent, copient, transforment parfois certains produits chinois sur la ville. Et quand vous allez vous promener à Naples aujourd'hui, vous avez probablement le plus grand marché de rue de la contrefaçon, des fringues chinoises, etc. etc. Voilà. Ces fonctions-là, elles aussi, étaient, jusqu'à une certaine époque, étaient concentrées sur la région marseillaise, et qui était une grande région de production de textiles, de contrefaçon, de cuir, etc., qui, évidemment, alimentait le grand marché algérien ou maghrébin qui était domicilié sur Marseille.
Voilà. Ce que je viens de faire de façon très brève, c'est précisément raconter une sorte de dernier moment de vibration et d'activité économique à l'échelle et à la dimension méditerranéenne sur le port de Marseille et dans la ville de Marseille, et qui s'est éteint de façon extrêmement définitive et radicale. Si vous allez aujourd'hui vous promener dans Marseille, alors il paraît que je peux pointer sur la carte, voilà, c'est parfait, je peux le faire. Vous voyez ma souris qui se promène, voilà. Donc, si vous allez un jour vous promener sur le Vieux-Port, vous sortez un tout petit peu du Vieux-Port, vous remontez cette avenue-là qui est ici, qui s'appelle la Canebière, je crois, et vous avez ici donc un grand boulevard qui s'appelle le cours Belzunce, et donc tout le quartier qui est autour du cours Belzunce était le grand quartier d'activité de ce commerce maghrébin, et vous allez aujourd'hui en apprécier, ou en tout cas peut-être ressentir son silence, sa propreté, mais aussi le silence et la paix, si on peut voir les choses comme ça. Je dis ça avec ironie. La paix qui y règne, puisqu'il n'y a plus une seule boutique dans ces quartiers qui porte trace. Alors vous avez quelques témoins archéologiques qui portent encore trace de ces commerces et de ces activités. Vous aviez notamment dans une rue qui est un tout petit peu plus haut, la rue des Dominicaines, vous avez encore aujourd'hui les seuls ou quasiment les seuls fournisseurs, avec 3 boutiques de Barbès, les seuls fournisseurs de ce qu'on appelait les bleus de Chine, et qui étaient ces vêtements qu'un certain nombre de jeunes gens mettaient quand ils voulaient se signifier politiquement à gauche dans les années 70. Donc vous avez les 3 plus grands fournisseurs du monde de bleu de Chine dans cette rue-là, rue des Dominicaines. Vous en avez 2 à Barbès aussi. Et vous avez encore un monsieur qui est là, qui s'appelle Papa Bazin. C'est intéressant, Papa Bazin. Papa Bazin, c'est un monsieur qui était d'origine arménienne, qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique, mais qui parlait couramment le Wolof et qui fournissait une grande partie des migrants africains, sénégalais et autres, qui descendaient ou qui remontaient, et qui les fournissait en bazin. Vous savez, ce bazin, c'est le tissu avec lequel on fait les grands boubous et les habits de cérémonie, notamment au Sénégal, qui est un tissu qui est fabriqué d'ailleurs, je crois, en Hollande, et que donc M. Bazin était le grand fournisseur mondial, le spécialiste mondial du bazin. Donc sa boutique est toujours ouverte, elle est très triste, très poussiéreuse aujourd'hui, mais elle existe encore. Voilà. Donc vous avez quelques témoignages archéologiques, je vous invite à aller les voir, de cette grande époque du commerce méditerranéen sur Marseille. Si on remonte un peu dans le temps, ce que je viens de dire, on peut penser que le grand quartier commercial maghrébin sur Marseille s'est constitué dans les années 60, à partir des années de migration, de migration maghrébine sur la France. S'est développé dans les années 70-80 et donc s'est éteint dans les années 90. Mais on peut penser qu'antérieurement, Marseille a toujours été un haut lieu de commerce. Alors, quand on dit commerce, on pense évidemment au grand commerce au XVIIIe, XIXe siècle, qui était le grand commerce, évidemment, sur les colonies de Marseille. Donc, la transformation du quartier Belzunce en quartier aujourd'hui qui n'est plus un quartier commerçant, encore une fois, c'est le dernier avatar de toute une histoire qui a été racontée par pas mal d'économistes, politologues et sociologues, qui est l'histoire, au fond, de la transformation de ce qu'on a appelé le système industrialo-portuaire. Alors, résumons les choses. Marseille, à partir du XVIIIe siècle, récupère une série de produits de matières premières, l'huile, les huiles de colza, matières premières pour la savonnerie, pour les huileries, etc., et les transforme très rapidement et joue à ce moment-là un double jeu, c'est-à-dire à la fois on récupère des matières premières qui viennent pour l'essentiel des colonies, de l'Afrique pour l'essentiel, et ensuite on renvoie aussi aux colonies du savon, des huiles préparées, etc. Donc Marseille devient une sorte de plaque tournante, à la fois productrice et commercialisant d'échanges sur les colonies. Les grandes fortunes de la grande bourgeoisie marseillaise se sont faites dans ce complexe économique qui articule commerce et industrie sur une série de grands produits.
le produit le plus intéressant de ce point de vue-là, en tout cas le plus symbolique de cette relation, ce sont les tuiles des Tuileries de Marseille. Marseille comptait encore jusqu'au milieu des années 70 17 tuileries dans un quartier qui s'appelle l'Estac, qui est donc sur l'autre carte, voilà, ici, là où vous voyez une petite main qui circule. Donc l'Estac, quartier portuaire, lui aussi aujourd'hui, était un quartier dans lequel étaient localisées toutes les tuileries. Vous retrouvez aujourd'hui assez régulièrement des tuiles marseillaises sur les toits chinois, argentins, en Amérique du Sud, à peu près partout, où les lignes maritimes marseillaises envoyaient des bateaux. Tout simplement parce que les tuiles étaient utilisées comme un fret de retour. Donc les bateaux arrivaient chargés d'huile, chargés de produits, d'épices, etc., de passagers éventuellement, et repartaient chargés de tuiles. L'avantage des tuiles, c'est que ça pèse très lourd et que donc on ramenait les bateaux pleins de tuiles, et donc ils ont comme ça couvert tous les toits du monde. Voilà. Donc vous aviez comme ça toute une série de produits qui ont alimenté ce secteur industrialo-portuaire. Ce secteur industrialo-portuaire s'est lentement dégradé, lentement effrité, on va dire, même à partir de la fin du 19e, mais surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où à la fois la concurrence mondiale, les pays qui étaient des pays producteurs, qui deviennent eux aussi des pays producteurs, comme le Sénégal par exemple sur les arachides, qui a très fortement concurrencé Marseille, la décolonisation, tous ces moments sont des moments de dégradation de ce système industrialo-portuaire sur la ville de Marseille, et qui donc produit deux effets. Premier effet, c'est une sorte de grande migration. Personne ne le dit comme ça parce que le terme peut paraître bizarre, mais une grande migration de la grande bourgeoisie marseillaise qui s'en va. Après un petit moment de reconversion où ces grandes bourgeoisies marseillaises et ce capital marseillais se reconvertit un peu sur le foncier, il y a une sorte de petite effervescence dans les années 60 où, dans la mesure où Marseille voit débarquer plus d'1 million de pieds noirs et de rapatriés d'Algérie qui viennent et qui passent par Marseille, Marseille connaît une sorte de flambée urbanistique, donc de moments assez forts d'activité. Les promoteurs marseillais vendaient sur plan dans les cinémas d'Alger, dans les années 58 jusqu'aux années 60, les promoteurs marseillais vendaient sur plan un certain nombre d'appartements, de cités, qui vont devenir d'ailleurs, pour un certain nombre, les grandes cités dégradées de la périphérie marseillaise, et qui seront dans un premier temps vendus sur plan à des pieds noirs qui les achètent. Donc grande flambée de l'activité foncière et immobilière sur Marseille, qui permet à un certain nombre de capitaux de l'ancienne bourgeoisie industrielle de se recycler en quelque sorte, mais c'est un tout petit moment, et ensuite donc les grandes bourgeoisies s'en vont. Aujourd'hui, la première entreprise industrielle de Marseille, c'est tout simplement EDF, et il n'y a pas d'entreprise privée, à part la grande entreprise de nettoyage qui s'appelle Honnête, qui est la première, je crois, grande entreprise privée industrielle de Marseille, mais on n'a plus aucune grande entreprise industrielle sur la ville. Encore une fois, là aussi, quelques témoins archéologiques qui sont les témoins, en quelque sorte, de cette époque industrielle de la ville, mais qui sont quelques témoignages assez périphériques. Comme les pâtes, par exemple, il y a une ou deux usines de pâtes à Marseille et qui témoignent de cette époque où l'agroalimentaire était très présent dans la ville. Voilà. Mais c'est très significatif de voir, par exemple, aujourd'hui que tout le savon de Marseille, dont la production a été relancée, puisque c'est devenu aujourd'hui un produit chic et cher, le savon de Marseille, aujourd'hui, pour l'essentiel, est fabriqué sur la ville de Salon-de-Provence et dans le Vaucluse, et plus du tout sur la ville de Marseille, où il reste, je crois, une toute petite savonnerie artisanale qui fabrique ces produits qui sont, encore une fois, aujourd'hui, ont changé de clientèle. Voilà. Donc, à partir des années 70, la réalité la réalité, le mot de crise même est pas assez significatif pour expliquer ce qui s'est passé dans cette ville. C'est purement et simplement la mort totale d'un système économique, de ce qu'on pourrait dire, si on parlait comme les économistes italiens, de ce qu'on pourrait nommer un district productif, qui était encore une fois centré sur des échanges à l'échelle méditerranéenne,
industriels et commerciaux. Dans les années 70, il est très clair que ce district est totalement effondré, mort, disparu. Donc, encore une fois, son dernier avatar, en quelque sorte, sa dernière vibration, c'est ce commerce maghrébin qui occupe pendant un temps le centre-ville et qui disparaît lui aussi au milieu des années 90. Alors de quoi est fait Marseille aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus, cette étoile commerciale, économique et industrielle qu'elle était à l'échelle de la Méditerranée? Marseille, c'est tout simplement une ville administrative. Le premier employeur à Marseille, c'est l'État, qui emploie 14 000 personnes, qui sont donc des employés. Le deuxième employeur, c'est la mairie, qui emploie 13 000 personnes. Le plus grand employeur au sens strict du terme, c'est l'assistance publique, c'est-à-dire les hôpitaux, puisque Marseille a concentré un certain nombre de grands hôpitaux qui sont concentrés sur les quartiers nord et sur les quartiers sud-est. Voilà, donc Marseille est devenue une ville administrative. Tout le problème de cette ville administrative, c'est précisément que toute une série de populations ne rentrent pas dans cette logique. L'État n'est pas un employeur, et vous le savez sûrement depuis quelques années, l'État n'est pas un employeur qui recrute massivement, l'État n'est pas un employeur qui emploie beaucoup de monde, et donc la situation sociale, les vis-à-vis sociaux aujourd'hui dans la ville de Marseille, c'est une classe moyenne, cette classe moyenne dont on a parlé effectivement et qui se retrouve assez bien dans le système, je vais y revenir, qui se retrouve assez bien dans le système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui sur Marseille, donc une toute petite classe moyenne d'employés du bureau principalement, mais aussi en face toute une population qui sont en quelque sorte les désaffiliés, les délaissés, les résistants, si on peut le dire comme ça, de ce système industriel-portuaire qui aurait pu devenir commercial, mais qui ne l'est pas devenu. Donc c'est assez significatif, par exemple, quand on travaille sur 3-4 générations de population algérienne sur Marseille, on voit arriver une première génération qui est une génération ouvrière dans les années 60. Deuxième génération, les fils sont eux aussi, dans un premier temps, ouvriers. Simplement, on n'est plus sur les mêmes secteurs. Donc les pères sont ouvriers dans l'industrie. Les fils sont ouvriers dans le bâtiment, par exemple. Et la troisième génération intègre de façon assez régulière et assez massive tout le commerce informel vers l'Algérie. Donc la troisième génération des fils, dans les années 80, font tous ce qu'on appelle à l'époque du trabendo, qui consiste à acheter des marchandises, ne serait-ce qu'acheter des voitures d'occasion par exemple, sur Marseille, les amener en Algérie, les vendre et faire fonctionner un certain nombre de circuits économiques qui étaient des circuits économiques certes informels, mais tout à fait actifs et pas du tout frappés de criminalité. C'est-à-dire qu'à l'époque du trabendo, même si on se colle de temps en temps une gifle ou deux parce qu'on occupe indûment l'espace de la rue, ça se finit pas à coup de Kalachnikov comme se finissent aujourd'hui un certain nombre de relations commerciales. Donc la troisième génération est axée sur le trabendo, sur la circulation, sur le commerce vers l'Algérie principalement. Vous avez des systèmes économiques qui sont extrêmement opérationnels, extrêmement fluides et qui montrent bien la continuité des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Le système le plus simple, vous êtes un migrant algérien, vous avez migré en France, vous gardez l'idée de faire votre maison en Algérie quand vous serez à la retraite, donc vous construisez une maison en Algérie. Pour construire une maison en Algérie, dans les années 80, le dinar n'est pas convertible, donc il faut avoir quelqu'un qui paye en dinars la maison que vous êtes en train de construire en Algérie. Donc c'est très simple, vous avez un cousin qui paye la maison. Ce cousin, vous lui ouvrez un compte en francs, puisqu'à l'époque c'est en francs, vous lui ouvrez un compte en francs à Marseille, et le cousin vient régulièrement, tous les étés, récupérer son argent. Ça s'appelle un système de change familial, et donc vient récupérer son argent sur son compte, achète des marchandises qu'il ramène en Algérie, etc. Voilà. Donc tous ces micro-systèmes, si le terme n'avait pas été employé autrement, on dirait ces micro-crédits, tous ces micro-systèmes fonctionnent et font tourner le commerce dans ce quartier. Un commerce qui marche d'ailleurs à 3 étages, si on peut le dire comme le disait Braudel sur le fonctionnement de l'économie.
un étage qui est au ras du plancher, qui sont donc toutes ces petites fourmis, tous ces petits commerçants qui circulent régulièrement sur les routes maghrébines et qui transportent les marchandises qu'on peut transporter. Deuxième niveau, c'est tout un niveau de commerce, de commerçants qui sont à Marseille pour la plupart algériens, mais tunisiens, marocains aussi, arméniens, parce que j'ai parlé d'un arménien dans les années 80-90. Qui sont donc les commerçants qui ont pignon sur rue, qui sont bijoutiers, qui sont vendeurs de fringues, qui sont vendeurs de voitures, de pièces auto, etc. Vous aviez un produit si on essaye de montrer l'habileté commerciale de ces commerçants, dans les années 70, vous aviez un produit qui était un produit tout à fait bien au point, qui était le modèle 504 bâché garni. Ça s'appelait comme ça. 504 bâché garni. Donc les 504 bâchés, vous savez tous ce que c'est, même si ça a disparu du marché. Pourquoi garni? Parce que en fait, vous commandiez directement d'Algérie. Alors vous aviez le modèle jeune ménage. Donc la 504 bâchée neuve était, vous aviez les 7 robes de la mariée, puisqu'il fallait 7 robes pour une mariée algérienne. Vous aviez ce qu'on appelle le blanc, donc les frigos, machines à laver, etc. Et puis un certain nombre de meubles, de produits, etc., etc. Vous aviez la 504 bâchée Chibani, c'est-à-dire la 504 bâchée pour les retraités. Donc là, vous aviez la 504 bâchée Chibani agricole avec un motoculteur, une débroussailleuse, etc., des produits agricoles. Et puis vous aviez la Chibani urbain avec des meubles, etc. Donc vous aviez des produits comme ça, plus évidemment les bleus de Chine qui continuaient à être portés par un certain nombre de nostalgiques algériens de l'époque portuaire. Donc vous aviez comme ça des produits qui étaient vendus par les commerçants de Belzos et qui, très sérieusement, étaient commandés par les Algériens qui venaient, qui les récupéraient et qui repartaient avec immédiatement. Voilà. Donc un commerce très pointu, très bien informé sur l'évolution et la demande du marché et qui fonctionnait. Voilà. La troisième génération algérienne, donc une grande partie de ces jeunes qui avaient été des fils d'ouvriers, ont été impliqués, ont été en quelque sorte happés par ce commerce jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et donc aujourd'hui, il y a fort à penser que la quasi-totalité de ces 3 générations se retrouve dans une situation qui est une situation, comme le disait Robert Castel, même si le terme est un peu dur, d'inutilité économique, en tout cas d'inutilité économique, de désaffiliation. Les pères, parce qu'ils ont été sortis en tant qu'ouvriers très prématurément du système. Les fils, parce qu'ils n'ont jamais trouvé une manière de revenir dans le système industriel où ils ont été eux-mêmes formés. Et donc la troisième génération, parce qu'elle a perdu cette activité commerciale sur laquelle elle était. Donc le face-à-face aujourd'hui, le vis-à-vis social sur Marseille, et qui en fait un vis-à-vis parfois assez tendu, c'est le vis-à-vis, donc non pas de riches et de pauvres, comme on peut l'entendre dire de manière un peu simpliste, mais c'est le vis-à-vis d'une classe moyenne d'employés, eux aussi fragilisés, parce que jamais les classes moyennes ne peuvent être assurées d'une sorte de perpétuité et d'une reproduction sociale à l'identique des situations. Quand on a fait le travail sur le système politique marseillais avec Michel Sanson, on a fait un certain nombre d'entretiens avec des employés communaux, même des employés d'État, et qui disent bien que leur principale angoisse, c'est d'essayer de trouver une manière de perpétuer leur position, leur rente, si on le dit comme ça, en tant qu'employés ou en tant que petite classe moyenne, de la transmettre à leurs fils, mais ça suppose à chaque fois des médiations et des intermédiations politiques pour y accéder. Donc c'est une petite classe moyenne d'employés très fragile parce qu'elle n'est jamais assurée de pouvoir donner à ses enfants quelque chose d'une perpétuation de sa situation. D'où, par exemple, le fait, et la grande question très angoissée de cette classe moyenne qui porte précisément sur le niveau du foncier et sur les prix du foncier. Parce que le seul moyen pour une classe moyenne de se donner l'illusion d'une stabilité sociale ou en tout cas d'une relative stabilité économique, c'est d'accéder à la propriété, le grand rêve de l'accès à la propriété dans les années 60, 70 et après. Le problème, c'est que pour accéder à la propriété et faire de cet accès à la propriété la sécurité d'un capital, il faut que les prix fonciers soient à un certain niveau. Or, le problème de Marseille, c'est que c'est une ville qui, précisément,
repousse depuis, là aussi, les années 60, repousse de manière assez régulière ces autres classes moyennes, et qui, elles, sont des classes moyennes plus aisées, nantis, et qui vont s'installer à la campagne, et qui vont s'installer à Aix, qui vont s'installer dans la grande périphérie marseillaise. Donc voilà, vous quittez cette carte, et vous avez ici à l'est toute la région d'Aubagne, qui a été une grande région de développement de pavillonnaires, et donc d'accès à la propriété sur des petites maisons. Et vous avez ici toute la zone nord, avec les grandes zones commerciales, plans de campagne, etc., qui sont développées au nord, et qui sont elles aussi, Vitrolles, Calas, Cabriès, etc., qui sont aussi les grandes zones de développement du pavillonnaire. Donc, cet effet, là aussi, en quelque sorte, d'écrémage, de périphérisation de ces classes moyennes aisées et nantis qui ont accédé à la propriété, ont fait que, précisément, ne reste plus au centre-ville. Si on entend que le centre-ville n'est pas le Vieux-Port et Belzunce, mais le centre-ville est la quasi-totalité des 10 arrondissements qui font aujourd'hui le grand centre de Marseille, ne sont restés sur ces grands arrondissements que précisément les gens qui sont dans ce face-à-face et dans ce vis-à-vis de petits employés, socialement et économiquement toujours au bord de la fragilisation. Et puis donc c'est des affiliés qui sont les pauvres aujourd'hui sur Marseille. Quand on compare et quand on prend un certain nombre de chiffres aujourd'hui sur Marseille. Marseille a des taux de personnes imposées qui voient... Enfin, en gros, je vais le dire, parce que si je commence par les chiffres, je vais détailler trop finement ce que je veux dire. Marseille ressemble beaucoup à Saint-Denis, 93. La ville à laquelle on peut comparer socialement aujourd'hui Marseille le plus, en matière de présence de jeunes, en matière de présence de chômage, en matière de niveau d'impôt et d'imposition, c'est Saint-Denis. Donc Marseille ne ressemble pas du tout à Aix-en-Provence, qui est sa voisine et sa rivale, ne ressemble pas à Nice, évidemment, encore moins à Montpellier, à Lyon ou à Paris-Centre. Marseille ressemble en gros à ce qu'on peut imaginer être aujourd'hui ces communes pauvres de banlieue qui sont la grande banlieue parisienne. Voilà. Donc on a effectivement une ville qui est une ville non pas pauvre au sens où la pauvreté y serait dominante, mais pauvre au sens où on a une confrontation de petites classes moyennes et de catégories sociales très fragilisées qui sont, du strict point de vue évidemment industriel et économique, des classes improductives, si on l'entend, encore une fois, sans aucune connotation morale ou sans aucun jugement par rapport à ces gens. Dernier élément de cette pièce et de cette description sociologique sur Marseille, la puissance de l'État à Marseille est aussi une des conséquences de cet appauvrissement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le système industrialo-portuaire se dégradait, se fragilisait sur la ville, l'État, en quelque sorte, a occupé un certain nombre de vides. Et le plus gros vide qu'a occupé l'État, c'est le port autonome de Marseille. Alors, ce port autonome, c'est une grande affaire, c'est une grande histoire. Le port autonome de Marseille, c'est aujourd'hui un établissement public qui est géré depuis la fin des années 50, depuis 1960, qui est géré par l'État, le ministère des Transports en l'occurrence, qui en nomme le directeur, avec un conseil d'administration dans lequel sont représentés un certain nombre d'édiles locaux, dont la mairie. Mais le port est fondamentalement un établissement public. C'est-à-dire que le port de Marseille, c'est un établissement public, c'est un appareil d'État, pas un appareil idéologique d'État, comme on disait à une époque, mais c'est un appareil d'État qui est aujourd'hui, en fait, organisé sur deux grands espaces. Donc l'espace portuaire que vous voyez ici, qui est donc toute cette partie de quai, qui est le grand port de la Joliette, et qui est aujourd'hui... évidemment, je ne parle pas des nouveaux aménagements qui se tiennent là dans cette zone. Le Mucem est quelque part par là. Mais qui, en dehors de ces nouveaux aménagements, était un port qui était en quasi-déshérence, puisqu'il servait quasiment plus à rien. Je précise, comme la plupart des ports urbains ne servent plus à rien et ont été fondamentalement restructurés. J'ai parlé de Naples, j'ai parlé d'Istanbul, j'ai parlé de Baltimore. Tous ces ports ont fait en quelque sorte leur révolution urbaine et se sont restructurés très fondamentalement. Le port de Marseille ne l'a jamais fait, sauf depuis quelques années, où précisément des politiques d'aménagement l'ont investi.
Mais le port de Marseille, c'est aujourd'hui, pour l'essentiel, alors il faudrait continuer la carte maritime sur le bord de la carte, là-haut, et aller jusqu'à Fos, où se trouve aujourd'hui localisé l'essentiel des activités portuaires du port de Marseille. Mais l'essentiel des activités portuaires de Marseille, c'est quoi? C'est le pétrole. Donc si je le dis avec un peu d'humour, le port de Marseille, ça n'est plus qu'aujourd'hui qu'un gros robinet. Et très concrètement, très physiquement, si vous allez sur le port de Marseille, vous verrez d'immenses bateaux citernes qui viennent ramener du pétrole dans le port sur des quais qui font quasiment 2 km de long, qui sortent un gros tuyau. Le gros tuyau descend à quai, un docker, un seul, branche le tuyau sur une sorte de pompe, et cette pompe amène le pétrole directement dans la Roure, dans le nord européen, etc. Donc le port de Marseille aujourd'hui n'est plus qu'un port, ce qu'on appelle un port rentier, c'est-à-dire que l'État prélève sur le pétrole qui transite par le port de Marseille une rente et un impôt qui permet effectivement de faire de Marseille le premier port le deuxième port d'Europe aujourd'hui, c'est même plus le premier port d'Europe. Donc voilà, je résume tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez les chiffres des flux, Marseille est le deuxième port d'Europe aujourd'hui. Mais si vous le détaillez par type d'activité, et si vous cherchez dans ces activités celles qui sont réellement nourricières par rapport à une ville, c'est-à-dire celles qui amènent de la plus-value, celles qui amènent des commerçants, des camions, celles qui font circuler un certain nombre de produits sur la ville et qui donc nourrissent la ville, et ben vous verrez par exemple que Marseille est le 36e port méditerranéen. Le port de La Valette, dans l'île de Malte, fait 2 fois plus de containers que le port de Marseille. L'essentiel de la marchandise stratégique dans les ports, c'est les containers. Parce que les containers, il faut les descendre, les remonter, il faut du personnel. Parfois, on les ouvre par inadvertance et on en sort quelques marchandises, etc. Donc Marseille, du point de vue des containers, du point de vue des passagers, par exemple, les passagers représentent 7% du trafic sur le port de Marseille, y compris les croisiéristes qui ont été à un moment donné présentés comme la possibilité de renouveau et de régénérescence du port de Marseille. Donc, croisiéristes et passagers, ça représente 7% du trafic maritime sur le port. Le pétrole représente 70, selon les années, 70 à 75% de l'activité du port de Marseille. Mais l'activité pétrolière ne produit rien d'autre que de la rente, laquelle rente précisément ne va pas à Marseille, mais à l'État, qui est le principal propriétaire du port de Marseille. Voilà. J'ai essayé de résumer autour de ce port ce qu'est aujourd'hui la situation économique et économico-politique, on va dire, de Marseille. Mais cette situation pourrait être complètement... Le port pourrait être considéré comme une sorte d'analyseur de toute une série de situations sur la ville de Marseille. Il faut rappeler que la plupart des aménagements qui sont aujourd'hui présentés comme le renouveau possible de ces espaces portuaires, et qui certainement à juste titre seront un renouvellement de la vie culturelle à Marseille, sont tous des équipements produits par l'État, financés par l'État, et que l'aménageur sur cette zone, donc sur cette zone portuaire, ça n'est pas la ville, même si le président de l'établissement d'aménagement Euromed est le maire de Marseille, mais l'aménageur ici, c'est l'État. Donc Marseille est devenue, en quelque sorte, je le dirais en conclusion, Marseille est devenue ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une ville colbertisée, c'est-à-dire qui est à la fois sous perfusion et à la fois du point de vue des jeux sociaux, des jeux économiques et sociaux, une ville colbertisée, c'est-à-dire entièrement dépendante de la rente de l'État et d'un certain nombre d'organismes publics et d'acteurs publics qui tiennent cette ville. Ça produit un effet très particulier. Je terminerai sur ces 2 petits exemples. Premier effet, c'est que précisément ce qu'on peut appeler le système politique local mérite d'être considéré à l'aune de cette forte présence de l'État, puisque précisément, du coup, la fonction de notable et la fonction de notable politique se ramènent à Marseille à une série en quelque sorte, de corrections économiques, sociales et financières qui permettent de gérer
à la marge un certain nombre de choses. La ville de Marseille, la puissance locale à Marseille n'est pas du tout la puissance qui aménage et qui organise, etc. C'est juste une puissance qui répartit et qui gère un certain nombre de fonds et de flux, d'où ce qu'on appelle le clientélisme, qui est un terme extrêmement galvaudé et extrêmement peu signifiant. Mais clientélisme, ça veut dire simplement que les notables sont, à un moment donné, des répartiteurs d'un certain nombre de mannes financières qu'ils dérivent en quelque sorte vers la population ou vers certaines populations. La deuxième chose que je voulais dire, c'est ce fameux problème de la rente foncière. Le centre-ville de Marseille, donc, qui était ce centre, je passe sur l'autre carte, qui était occupé pour l'essentiel par le commerce maghrébin, a été ce qu'il est convenu d'appeler, a fait l'objet d'une opération de gentrification. Alors, gentrification, généralement, vous en avez à Paris des exemples magnifiques, le Marais, etc. Ce sont des quartiers qui sont pendant un temps des quartiers dégradés, occupés par des populations pauvres, fragiles, etc., et qui à un moment donné arrivent à un niveau foncier tellement bas qu'ils en deviennent foncièrement intéressants, précisément, et donc on voit arriver de nouvelles populations qui colonisent, entre guillemets, ces quartiers, qui investissent et qui en font des quartiers bourgeois, etc., etc. Voilà. C'est un processus qui s'appelle la gentrification, généralement accompagné par des procédures étatiques et par des aménagements qui viennent en quelque sorte concrétiser, accélérer ces processus de gentrification. Le Bronx à New York, certains quartiers de Bruxelles qui ont été très fortement gentrifiés, etc. et le Marais. La ville de Marseille rêve depuis les années 70 d'un processus de gentrification sur l'ensemble de ces quartiers. Le premier étant le quartier du Panier, qui est donc sur le bord du Vieux-Port, qui est le plus vieux quartier de Marseille, quartier de Panier. Les premières procédures de réhabilitation, rénovation de ce quartier datent du début des années 70, 75, 76. Et donc depuis ces années-là, vous avez régulièrement, municipalité après municipalité, donc ce n'est pas un problème de municipalité de droite ou de gauche, vous avez des procédures de rénovation, réhabilitation qui s'enchaînent, portant l'espoir, toujours non comblé, d'un embrayage en quelque sorte de populations aisées qui viendraient s'installer dans le port de Marseille. Manque de peau, cet embrayage ne s'est jamais fait. Et donc on a aujourd'hui des quartiers qui sont des quartiers extrêmement hybrides et des situations sociales extrêmement particulières que, à ma connaissance, on retrouve dans peu de villes, qui sont des petits ferments et des petits débuts de gentrification. Donc par exemple une toute petite colonisation d'intellectuels qui viennent, d'artistes qui viennent s'installer dans ces quartiers, mais qui généralement n'y restent pas. La population, qui est toujours la population, j'allais dire légitime, qui occupe ces quartiers depuis la fin du 19e, c'est-à-dire des populations migrantes pour l'essentiel, algériens pour l'essentiel aujourd'hui, africains, comoriens, etc., qui se sont installés dans ces quartiers, plus les fils de ceux-là, mais qui sont revenus. Parce que, en fait, quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus gentrifier un quartier et que l'embrayage privé, comme on dit, ne se fait pas, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du logement social. Donc on fait dans ces quartiers du logement social, même si c'est un tout petit peu plus chic, même si c'est du logement social qui n'est pas le logement social des grandes barres et des cités, qui est de la réhabilitation, on fait du logement social. Et on fait du logement social en le réservant à des populations qui sont les populations légitimes du logement social, c'est-à-dire des étudiants, c'est-à-dire des jeunes couples, des jeunes ménages, qui sont les fils de ceux qui sont dans ces quartiers. Donc vous avez une espèce de boucle qui est très intéressante à analyser du point de vue des dynamiques sociologiques et de sociologie urbaine. Vous avez les populations qui sont les populations légitimes de ce quartier qu'on dit chassées, etc., mais pour faire revenir ceux qui en sont leurs fils, qui sont des étudiants, des jeunes ménages sans autres ressources que des ressources institutionnelles, etc. Donc il y a une sorte de permanence sur le quartier de populations pauvres, de populations fragiles, issues de l'immigration. Simplement, ce qui change, c'est leur statut institutionnel. Elles passent en quelque sorte du privé au public, du logement privé au logement social, mais c'est à peu près la boucle qui se boucle. Donc voilà, on est là dans ces quartiers, dans cette sorte
de reproduction d'une situation de pauvreté, sauf que de ces quartiers, on a précisément éliminé ce qui en était le poumon, ce qui en était l'activité, ce qui en était j'allais dire le compost, et qui était le commerce et toute la possibilité que le commerce donnait à ces quartiers, précisément, d'une activité urbaine. Voilà. Je voulais, pour finir, et parce que je voulais le dire enfin, parce que je sais que d'autres le diront, Marseille, ville cosmopolite. Marseille n'est pas une ville cosmopolite. Paris est une ville beaucoup plus cosmopolite que Marseille. Et Marseille a fini d'être une ville cosmopolite. Si on entend le mot cosmopolite aux deux sens à peu près stabilisés de ce terme, premier sens, qui est dire que Marseille est une ville cosmopolite voudrait dire que Marseille est une ville de migration. Il n'y a plus de migration à Marseille, tout simplement parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'industrie, et que les migrants ne sont pas plus fous que d'autres, et ils vont chercher le travail là où il est. Donc ce qu'on a sur Marseille, ça n'est pas une migration, c'est une mobilité familiale à partir de noyaux qui sont des noyaux migrants, ex-migrants, stabilisés pour l'essentiel dans les années 60 aux années 80. Donc une forte présence algérienne sur Marseille, une forte présence comoréenne, encore quelques Marocains et Tunisiens qui eux aussi sont venus s'installer dans les années 70. Mais donc il ne faut pas confondre mobilité familiale et migration. On a une mobilité familiale autour de ces foyers qui circulent sur la Méditerranée. Et après tout, la Méditerranée est une voisine. Deuxième sens de la ville cosmopolite, ça c'est assez intéressant. Une ville serait cosmopolite à partir du moment où précisément il y a des communautés qui sont des communautés qui se revendiquent d'identités différenciées et différenciatrices, et entre lesquelles on essaye d'équilibrer un certain nombre de phénomènes de représentation, de pouvoir, etc. C'est très intéressant d'analyser, par exemple, ce qui s'est passé autour de Marseille Espérance, qui était une association créée, soi-disant, pour rassembler les religions présentes sur Marseille. C'est très intéressant de voir que ce rassemblement de religions s'est fait sous l'égide de l'Église catholique, qui est probablement aujourd'hui la principale puissance religieuse sur Marseille, et qui a créé précisément Marseille Espérance comme une réunion de religions minoritaires sous la protection d'une religion majoritaire qui est celle des catholiques. Je donne une anecdote et je terminerai là-dessus vraiment. Quand on a fait le livre sur Marseille, qui s'appelle « Gouverner Marseille », on se disait avec Samson, il faut qu'on trouve une cérémonie, un lieu qui soit véritablement le lieu, le moment de rassemblement et de visibilité de la machine politique marseillaise. Vous savez, ça existe partout. Hein. À Paris, ça doit être quelque chose. À Naples, c'est autre chose, etc. Il y a toujours un moment dans la vie politique qui est une grande cérémonie où on visibilise les notables, les instances, etc. Donc vous avez le préfet, le maire, tout le monde qui vient, le colonel des pompiers, etc., etc. Et la garde républicaine quand il y a garde républicaine. Et on a cherché ces cérémonies, donc on a pris l'agenda politique, voilà, on ne trouvait pas vraiment de cérémonie qui soit véritablement consensuelle, communautaire, sauf cette date je crois que c'est la date du 17 juillet, qui est la commémoration de Notre-Dame de la Garde à Marseille, et donc qui est une grande messe solennelle qui célèbre, je ne sais plus quoi, la création de Notre-Dame de la Garde, je crois d'ailleurs. Notre-Dame de la Garde, c'est une grande église qui est une grande basilique au centre, elle est par là. Voilà, elle commence ici, sur ce bout de colline. Et donc là, le jour de la fête de Notre-Dame de la Garde, ben là, vous avez tout le politique, la droite, la gauche, le Conseil général, enfin, sauf quand ils sont en prison, le Conseil général, le Conseil régional, vous avez le préfet, le colonel des pompiers, le colonel de gendarmerie, etc. Donc, ce qui rassemble à Marseille, d'un point de vue communautaire et d'un point de vue social et politique, la totalité de la ville, c'est l'Église catholique, point. Et donc pas du tout d'autres religions ou d'autres communautés qui ne sont considérées que comme minoritaires et donc, en tant que minorité, organisée et visibilité sous la protection de cette grande religion majoritaire qu'est le catholicisme. Voilà, j'ai fini. On parle d'une possible métropole en ce moment, hein, à l'initiative de l'État une fois de plus, initiative qui a été violemment contestée, d'après la presse, de la part de pratiquement
tous les maires, quelle que soit leur tendance politique, à l'exception notable de celui de Marseille. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a une chance que l'étape d'après Marseille capitale culturelle soit Marseille métropole, ou est-ce qu'il n'y a aucune chance? Alors, j'ai un peu participé à ce débat qui m'est un peu tombé sur la tête. Je ne l'ai pas trop vu venir, mais j'y ai participé beaucoup. Alors, je dirais deux choses là, en quelque sorte en préalable, et puis après je dirais. Première chose en préalable, c'est qu'en France, enfin, mes amis qui ont travaillé aussi sur les politiques urbaines confirmeront ce que je dis, la production des métropoles en tant qu'instance administrative, c'est toujours l'État qui l'a fait. On n'a jamais vu en France une métropole sortir par le bas, en quelque sorte, portée par des processus consensuels, politiques, de négociation entre des élus. C'est l'État qui l'a imposé à Lyon, c'est l'État qui l'a imposé à Lille, c'est l'État qui l'a imposé à Bordeaux, etc. Or, il se trouve que pour des raisons historiques que je ne veux pas développer, l'État n'est pas arrivé à l'imposer à Marseille. Donc, au moment où il aurait été possible de faire la grande métropole marseillaise, dans les années 70, l'État ne l'a pas fait. Pour une raison politique très simple, c'est que la quasi-totalité des communes autour de Marseille qui formaient la métropole marseillaise étaient communistes et que dans une sorte d'accord entre le maire socialiste de l'époque, Gaston Defferre, et le pouvoir gaulliste à l'époque, on a décidé de ne pas donner aux communistes la majorité politique dans l'agglomération marseillaise. C'est très simple et c'est très concret. Alors, l'État ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la métropole, elle est en quelque sorte en bascule. Elle est faite par les pieds, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est faite par les citadins. La quasi-totalité des Marseillais, qu'est-ce que ça veut dire être Marseillais? Ça veut dire travailler à Vitrolles, aller envoyer ses enfants en loisirs à Aubagne, etc. Donc, il y a une mobilité aujourd'hui et des pratiques circulatoires à l'intérieur même d'un espace qui est en gros la grande métropole qui irait de l'étang de Berre à Aubagne avec un triangle sur le Luberon qui est lui aussi complètement dynamisé par la métropole marseillaise. Donc la métropole marseillaise, elle est faite par les pieds, mais elle est faite aussi par des élus et par des systèmes politiques qui sont dans des confrontations et en quelque sorte dans des puissances égales. Et le grand problème précisément, ce n'est pas un problème politique, c'est la question de l'équalisation des puissances politiques et économiques à l'intérieur de cette métropole. Quel est le centre de la métropole? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est Aix qui est aujourd'hui la ville économiquement la plus porteuse de toute cette région? Est-ce que c'est l'étang de Berre, Vitrolles, etc., qui est aussi une région économiquement porteuse? Aubagne, dont la croissance économique est fulgurante? Ou est-ce que c'est Marseille, qui est la capitale historique et le poids démographique lourd dans cette métropole, mais qui est ce que j'ai décrit, c'est-à-dire Saint-Denis plus un district administratif? Donc on est là dans un rapport de puissance que les élus n'arrivent pas à réguler, et on les comprend parce que c'est un problème politique absolument énorme. Il ne peut pas y avoir de métropole sans désignation d'un centre et d'une hiérarchie. Or, ce centre et cette hiérarchie, elle ne peut pas trouver sa concrétisation aujourd'hui dans l'espace économique et social qui est celui de la métropole. Voilà, j'essaye de répondre le plus précisément possible, mais c'est ça le grand problème. Par contre, ce que je peux dire, ça je le dis y compris en tant que citoyen, la métropole est la solution économique et politique pour sauver Marseille. C'est-à-dire que la seule possibilité de sauver Marseille aujourd'hui de cette sorte de déshérence économique dans laquelle elle est depuis un siècle, c'est simplement une péréquation des capacités de prise en charge. Donc il faut que les métropolitains riches prennent en charge la partie pauvre de la métropole. C'est une question de solidarité économique et sociale, tout simplement. Alors moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voudrais votre avis sur Marseille-Provence 2013, qui pour le coup essaye d'étendre son image sur une métropole, puisque c'est Marseille-Provence 2013, donc une destination un peu plus élargie. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur un vrai repositionnement de la ville? Et est-ce que vous pensez que ça prend en compte vraiment la diversité de la ville, puisque c'est le thème un peu du côté cosmopolite des migrations qui est représenté par le MUCEM et par les dossiers de presse sur l'événement? Très sincèrement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt bien ce qui se passe autour de Marseille 2013, capitale de la culture, etc. Je pense que tout est bon. Et
comment dire, avec un petit clin d'œil sociologique, on se souvient peut-être que Marseille avait essayé d'être la capitale de la Cup, je ne sais pas quoi, d'une coupe de bateau, et ça avait échoué. Donc Marseille, je dirais, cherche depuis des années une grande opération qui va à la fois, justement, ce que je disais un peu au début, redorer un peu, redonner de la lumière à l'étoile morte, hein, si on dit les choses comme ça, porteur d'espoir sur la capacité de ces activités culturelles à produire quoi? C'est ça la question. À ramener de l'argent? Oui, ça ramène de l'argent. À ramener des touristes? Oui, ça ramène des touristes. À ramener de l'image? Oui. Mais est-ce que fondamentalement, ça va donner du travail aux Marseillais? Je m'excuse de la trivialité de ma question, mais la question essentielle à Marseille, c'est de donner du travail à des taux de chômage qui sont aujourd'hui aussi ahurissants que ceux qu'on peut trouver en banlieue parisienne. Donc, dans certaines cités de Marseille, on a des taux de chômage qui sont entre 50 et 70% de la population. Donc, est-ce que, la vraie question, mais je pense que vous avez autant la réponse que moi, est-ce que ce qui se développe aujourd'hui autour de 2013 en matière d'activité culturelle a la capacité à redonner de l'économie et du travail à une partie de la population marseillaise qui ne sont pas des gens très cultivés, qui ne sont pas des gens, etc., etc. Voilà. La réponse, je pense qu'elle est dans ma question. Donc, à part ça, tout ce qui se passe autour de Marseille 2013 est très intéressant. Le fait qu'un certain nombre de villes autour de Marseille soient impliquées dans ce dynamisme, c'est aussi très intéressant. Mais je pense qu'il n'en sortira pas grand-chose du point de vue politique. Encore une fois, la métropole, c'est un objet politique extrêmement difficile et complexe à monter. Et je ne crois pas que ce soit le MUSEM qui soit capable de faire la métropole. Oui, bonsoir. Je souhaitais savoir quelle était l'évolution de la population à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Je n'ai pas entendu le mot-clé de votre question. Ah, l'évolution de la population. L'évolution. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. L'évolution démographique sur Marseille, c'est très intéressant. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, alors que je le dis tout le temps. Marseille a perdu 10 000 habitants par an entre 1964 et 1994. 10 000 habitants par an. Ces 10 000 habitants par an sont, pour la quasi-totalité, se sont déplacés à l'intérieur de l'aire métropolitaine. Je l'ai dit à propos de l'accès à la propriété des pavillons, etc. Donc Marseille a été en chute démographique libre, 10 000 habitants par an, c'est énorme, hein, entre 1964, très précisément la fin de la grande arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, et 1994, où depuis justement la fin des années 90, il semble que la ville reparte assez timidement, mais reparte en matière démographique, donc un certain nombre d'arrivées. Il faudrait analyser les choses, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas qui sont les nouveaux arrivants sur Marseille aujourd'hui. Alors Marseille aujourd'hui, là aussi, les choses se discutent. Marseille intramuros, c'est-à-dire en gros ce que vous avez sur la carte ici, ça serait 800 000 habitants. Si on inclut un certain nombre de périphéries qui sont les périphéries métropolitaines au sens d'aujourd'hui, donc pas la grande métropole, mais la petite métropole, Marseille fait 1 200 000 habitants. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une petite ville. Si Marseille avait... On peut imaginer, hein, je veux dire, pourquoi pas, on est entre nous, et si je dis des bêtises, ça ne me sera pas compté. Mais je pense que si Marseille avait perpétué quelque chose de son destin méditerranéen, au sens économique et social du terme, Marseille serait aujourd'hui quelque chose d'équivalent à Naples ou à Barcelone, c'est-à-dire une ville qui pèserait 3-4 millions d'habitants dans un dispositif métropolitain qui inclurait effectivement Aix, etc. Et donc une de ces villes qui aurait effectivement capacité, peut-être pas à tutoyer, mais en tout cas à vous voyez le monde. Donc oui, le déclin démographique de la ville pèse aussi très lourd dans sa dégénérescence économique. J'ai deux petites questions. Vous n'avez pas parlé de Marseille des Bastides. Parce que je pense que c'est peut-être à partir de Marseille des Bastides que la transition s'est faite vers Marseille des migrations et puis vers Marseille ville rentière.
Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez expliqué clairement et de manière détaillée que ce territoire de Marseille s'est transformé de manière progressive jusqu'à arriver à un port autonome rentier et qui est en quelque sorte partagé entre l'État et peut-être la ville, enfin la mairie plus clairement. Je ne sais pas, peut-être après il y a d'autres partenaires, mais en tout cas, à part, et vous avez posé d'emblée votre analyse par rapport à l'économie comme condition de transformation de ce territoire, ou condition de transformation sociale aussi. Alors, moi je me dis, mais à votre avis, quel serait l'avenir de Marseille ? Je vais commencer par la deuxième. Je me souviens dans les cycles d'entretien qu'on avait fait, un des trois maires, Marseille est une ville très stable politiquement, contrairement aussi, là encore peut-être, contrairement à un certain nombre de clichés où on fait de Marseille une sorte de chaudière politique en effervescence permanente. Marseille a connu trois maires en quasiment 40 ans. Et ces trois maires sont tous issus socialement du même dispositif. Donc le premier maire de Marseille, c'est Defferre, Gaston Defferre, qui a pris le pouvoir avec la mitraillette, comme il disait, puisqu'il sortait de la résistance et qu'il a récupéré un certain nombre de réseaux, etc. Le deuxième maire était Vigourou, qui a été lui aussi un adjoint de Gaston Defferre et qui a été l'homme du consensus à un moment où le PS se déchirait pour la succession de Defferre. Et le troisième maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a été le premier adjoint de Gaston Defferre à une époque où Gaston Defferre avait construit son système politique sur une alliance entre la gauche socialiste et la droite pour résister, encore une fois, au communisme qui pesait, il faut le savoir, le Parti communiste dans les années 60 pesait 33% à Marseille. C'était la première force politique de la ville. Donc grande stabilité politique. Donc un de ces trois maires disait de façon, je crois, assez cynique, mais en même temps avec un fond peut-être de vérité, disait Marseille est beaucoup trop grande, ou Marseille est trop petite, ou Marseille est trop grande. C'est-à-dire que Marseille est aujourd'hui trop grande, trop petite par rapport à ce que je disais par exemple, c'est-à-dire que Marseille devrait peser 3-4 millions d'habitants pour être une ville qui retrouve une place et un dynamisme à l'échelle méditerranéenne, pour être en rivalité avec Naples, Barcelone et d'autres villes méditerranéennes montantes, ou alors elle est trop grande. Et donc, si elle est trop grande, Marseille devrait être réduite à 300 ou 400 000 habitants, et donc être réduite à cette sorte de... Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Cette sorte de Marseille tranquille qui part en gros de la rive basse du Vieux-Port et qui inclut donc tous les quartiers sud, Calanques et zones maritimes comprises, et qui en fait pour le coup là une ville qui ressemble un peu à Cannes, Nice, voire même Aix-en-Provence pour les catégories sociales qui sont dans cette ville. Et donc le rêve de ce maire, alors je ne vais pas dire son nom, mais c'était le deuxième dans les trois, dans la succession des trois. Donc le deuxième maire de la ville disait, moi je pense plutôt qu'à la métropole, je pense à une partition politique de la ville où on rendrait les quartiers nord à ceux qui veulent bien les prendre. Donc on les donnerait à d'autres communes qui veulent bien s'en occuper, où on créerait une commune autonome des quartiers nord. Et au moins, Marseille deviendrait en quelque sorte cette ville bourgeoise du Sud avec laquelle on pourrait effectivement vivre tranquillement. Voilà. C'était, alors je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais c'était une manière de dire quelle était la position de la ville par rapport à ça. Voilà. Alors, la première question sur les Bastides, oui, mais les Bastides, c'est une histoire très particulière, Marseille très compliquée, qu'il faudrait écrire. Mais en gros, oui, c'est vrai, tout le développement foncier de Marseille et donc toute l'implication des grandes bourgeoisies marseillaises industrielles dans les années 60 s'est fait sur les Bastides. Les Bastides, c'est quoi ? C'était des grands châteaux. Il y en a certains d'ailleurs qui sont architecturalement assez pas mal, des grands châteaux qui étaient sur toute la périphérie. Vous en aviez depuis l'Estac, beaucoup étaient sur la vallée de l'Uvonne, donc sur cette zone-là un peu
un peu terroir de la ville. Certaines étaient aussi au bord de mer. Donc c'était des sortes de grands châteaux, de folies, que les bourgeoisies marseillaises s'étaient construites. Les bourgeoisies marseillaises étaient des bourgeoisies commerciales. Donc le capital commercial, c'est un capital à risque. Et donc dès qu'on avait, enfin je vais le dire à la marseillaise, dès qu'on avait 3 sous, on les mettait à la Bastide pour pouvoir avoir une sorte de réserve foncière et une sorte de réserve de capital possible. Effectivement, ça a servi, puisque donc c'était de très grands espaces agricoles, de très beaux jardins, etc., et sur lesquels donc se sont édifiées la plupart des grandes cités privées ou publiques qui ont construit Marseille. Un certain nombre sont restés. Ça donne un certain cachet à des grandes cités HLM qui ont gardé à l'intérieur de la cité, qui ont gardé la Bastide, le château, en état. Alors certains ont été transformés en tripots clandestins. Vous avez des grands jeux de cartes, vous avez des grandes parties de cartes qui se tiennent dans les Bastides qui sont aujourd'hui abandonnées. D'autres ont été transformés en centres sociaux, etc. Mais c'est vrai que c'est sur cette base-là de capital foncier que la bourgeoisie a pu, en quelque sorte, liquider ses avoirs sur la ville. Est-ce qu'on a une analyse des potentialités de ces gens, de la population marseillaise? Quelle est sa capacité au lieu de renverser, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on renverse la question, c'est-à-dire au lieu d'attirer des sièges sociaux ou de l'argent ou du tourisme ou de la visite, est-ce qu'on peut partir des savoir-faire, finalement? Quels sont les savoir-faire marseillais, des gens de Marseille qui pourraient être finalement valorisés et trouver employeurs? Voilà. C'est peut-être. Est-ce qu'on pourrait prendre cette question comme ça? Oui. Alors, d'abord, moi je suis un peu sceptique parce que je crois que toutes les villes qui ont été capitales de la culture, si elles s'en sont sorties après, c'était pas à cause de ça. Gênes notamment, qui vit un marasme économique assez équivalent à ce qu'on est Marseille, n'a pas été véritablement dopé par le fait d'être capitale de la culture. Ça suffit visiblement pas pour relancer un certain nombre de choses. Sur cette question, j'ai envie de dire c'est trop tard. Alors c'est grave de dire ça, mais je pense que si effectivement dans les années 80, on s'était posé cette question, et notamment à propos de cet ensemble de commerces que j'ai décrit au départ, qui était toute cette vitalité commerciale qui était installée sur Marseille. Et si on s'était posé la question, que d'ailleurs se sont posés les édiles d'Istanbul, que se sont posés les édiles de Naples et d'autres, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette capacité à la mobilité, de cette capacité au commerce, etc. Comment on peut le faire? Si on s'était posé cette question dans les années 80, probablement que Marseille serait encore aujourd'hui une ville commerciale active, tournée vers la Méditerranée, et aurait gardé un certain nombre de fonctions. Je le dis avec gourmandise, quand on va à Istanbul et on s'aperçoit comment Istanbul a profité de la déshérence de l'empire socialiste et comment Istanbul est devenue une ville mondiale, au sens le plus canonique et académique du terme. Istanbul est devenue une ville mondiale grâce à l'effondrement de l'empire socialiste et la récupération de tous les marchés, des plus petits aux plus gros, que Istanbul a pu récupérer. On aurait pu penser, après tout, Istanbul, c'est pas plus loin de Moscou que Marseille. Donc on aurait pu penser que Marseille aurait pu être une des villes qui récupère cette manne. Donc la question des savoir-faire à cette époque-là, elle était pertinente parce que précisément, il y avait un dynamisme commercial dont il fallait imaginer l'avenir. Personne n'a imaginé l'avenir de ce dispositif commercial, sa transformation positive, etc. On n'a imaginé qu'une seule chose, son éradication. Donc à partir de ce moment-là, la question ne pouvait pas se poser. Aujourd'hui, la question est très simple. Combien d'entreprises aujourd'hui vont pouvoir employer d'agents de sécurité qui vont être recrutés dans les grandes cités pour former le bras armé des sièges sociaux installés sur le centre de Marseille? Mais c'est tout. Tout ce qu'on pourra former en termes de compétences, c'est des agents de sécurité. Je ne vois pas vraiment comment la population des quartiers nord, les fils, petits-fils d'ouvriers ou de commerçants algériens vont pouvoir intégrer les dispositifs extrêmement sélectifs et techniques qui se créent, y compris dans la région d'ailleurs. Voilà, donc c'est une réponse un peu tragique que je fais, mais très honnêtement, je ne sais pas en faire une autre. Oui. J'aurais une question qui nous emmènerait ici. Ouais. Ailleurs.
Vous parlez souvent de Naples, vous l'avez cité comme point de référence au début avec Anvers et Istanbul. Et Naples qui piquerait des secteurs d'activité à Marseille, notamment par rapport à au commerce avec la Chine. Et pourtant, dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai beaucoup travaillé sur Naples en fait, j'ai très souvent vu une comparaison tissée d'innombrables fois entre Naples et Marseille. Et y ayant vécu, le côté étoile morte peut être frappant. Ouais. Et vous êtes un des premiers points de vue que je rencontre qui, au contraire, mettrait Naples en opposition à Marseille. Oui, sur le plan des activités portuaires, oui, c'est très, très clair. Le port de Naples qui était effectivement dans la même situation de déshérence que le port de Marseille s'est redressé en récupérant une partie du trafic, pas au sens criminel, une partie du trafic de containers et est devenu aujourd'hui, encore une fois, le premier port d'arrivée des marchandises chinoises sur l'Europe. Et donc le port a été relancé comme ça. Voilà. Ça, c'est une donnée économique de base. Maintenant, quels sont les effets sociaux et quels sont les effets structurants sur la ville de Naples? Là-dessus, on pourrait en parler. Naples est une étoile morte depuis le XVIIe siècle. Donc, c'est une grosse affaire, l'histoire de Naples. Toujours est-il que donc ça, c'est une activité qui, à Naples, a permis un certain type de redémarrage des espaces portuaires. Voilà. Moi, je ne raisonnais qu'à cette échelle-là. Après, si effectivement on lit Gomorrhe, si on lit, y compris dans la ville, un certain nombre de développements d'activités criminelles, de déshérence, etc., certainement que la situation de Naples est guère plus enviable que celle de Marseille. Mais je pense aujourd'hui que ce qui est la ville qu'on peut le mieux comparer à Marseille, c'est Gênes plutôt. Gênes qui est à peu près dans la même situation de déshérence et de quête, voire de quête d'un avenir économique pour l'instant invisible. Oui, bon, sur l'histoire de la déshérence du port, donc je me souviens quand même des articles qu'il y avait dans la presse au moment où tu parlais d'Anvers aussi, Istanbul. Il me semble que une des raisons où le trafic est parti dans les villes du Nord, c'était quand même qu'à un moment donné, le port de Marseille était très très souvent en grève de dockers. Et donc, enfin, est-ce que justement le tissu politique, le contexte syndical et politique a joué un rôle? Donc je pose la question. Et deuxième point, mais alors la question m'échappe. Si, à un moment donné, il y a eu quand même, et je crois que tu y avais participé, il y a eu cette espèce de rencontre entre les villes ports, enfin les villes méditerranéennes, pour essayer de faire ensemble quelque chose, un développement commun, partagé. Enfin, bon, et je voudrais savoir où ça en est finalement, en tout cas du point de vue des chercheurs. Il me semblait que vous aviez fait quelque chose, une sorte de communauté peut-être de chercheurs entre l'Italie, enfin du bassin méditerranéen. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose peut-être. S'il y avait un avenir, est-ce qu'il serait justement multinational, enfin nord-sud bon, voilà. Donc, il faut bien chercher que des raisons d'espérer quand même pour Marseille. Ouais. Oui, je sais pas comment répondre. Encore une fois, si on répond avec le pragmatisme économique sur les dynamiques économiques, aujourd'hui probablement, enfin la plupart des experts disent qu'il y a beaucoup trop de ports en Méditerranée et que donc dans les années qui viennent, il ne restera qu'un seul port en Méditerranée, de même que dans le nord de l'Europe, il reste un seul port qui est Anvers-Rotterdam, le complexe Anvers-Rotterdam. Il est à peu près clair aujourd'hui pour quelques acteurs économiques du trafic portuaire que ce port sera quelque part entre Algésiras et Tanger. Probablement. Sauf si du côté du sud de l'Italie, les choses se réveillent. À un moment donné, il y avait un port, c'est assez extraordinaire de voir ça, il y avait un port qui s'appelait Gioia Tauro, qui était au sud, tout au bout de la botte de l'Italie, qui est un port qui avait été fait uniquement avec du béton et du goudron et de l'argent mafieux, tout au bout de la botte, et qui est devenu pendant très très vite quasiment un des premiers ports containers de la Méditerranée, tout simplement parce qu'il était au débouché et à la sortie du canal de Suez, et que c'est très pratique de débarder les containers au bout du canal de Suez et ensuite de les acheminer par train et par camion vers l'Europe. Bon, Gioia Tauro a pris, pour des raisons que je ne connais pas, mais a pris un peu du plomb dans l'aile, et donc Naples a repris une partie des activités de Gioia Tauro. Malte
La Valette, pardon, dans l'île de Malte, a repris une partie des activités. Gênes en a repris un tout petit peu, Barcelone aussi. Mais le grand port qui est aujourd'hui, qui sera le grand port méditerranéen, c'est Tanger, Algeciras, puisqu'ils sont en train de faire une sorte d'accord commercial équivalent à ce que font Anvers et Rotterdam. C'est-à-dire qu'en gros, un bateau qui arrive à Anvers qui ne peut pas être reçu, on l'envoie sur Rotterdam et ils se partagent la manne. Algeciras et Tanger sont en train de faire la même chose. Donc, du point de vue de l'économie portuaire, je pense que le port de Marseille continuera pendant très longtemps à être un port rentier, c'est-à-dire à faire circuler du pétrole et donc à ne pas produire des activités économiques induites, c'est-à-dire à diffuser de manière presque capillaire sur la ville. Ça, je crois que c'est une réalité économique, même si certaines grandes entreprises, pour des raisons qui sont des raisons très politiques et très symboliques, mettent leur siège à Marseille. C'est très intéressant d'analyser, par exemple, ce grand taconnier qui est Saadé, la grande compagnie CMA-CGM, qui est venue s'installer à Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire venir s'installer à Marseille? Il a installé son siège à Marseille. Donc il a transporté depuis Paris 45 emplois d'une entreprise qu'il avait rachetée, CGM, 45 emplois qu'il a transportés sur Marseille en créant un magnifique siège, qui est la tour de cet architecte que vous connaissez tous. Voilà. Donc elle a fait une superbe tour qui est le siège de Saadé. Mais par exemple, l'entreprise Saadé, il a créé, je crois, une centaine d'emplois depuis, qui sont pour l'essentiel des emplois très spécialisés sur le trafic portuaire. Mais Saadé, il s'est acheté aussi, ça je le sais parce que je l'ai vu de l'autre côté, il s'est acheté un quai sur le port de Tanger. Et il fait circuler un certain nombre... La quasi-totalité de ces bateaux circulent en Méditerranée et dans les mers du monde et n'accostent pas à Marseille. Donc le problème de Marseille, c'est pas de trouver un siège avec 140 personnes. Le problème de Marseille, c'est d'avoir des quais sur lesquels on va débarder des containers et donc sur lesquels on va donner du travail à des gens, à des milliers de gens, pas à 140 personnes. Et ce problème-là, il est à mon avis, mais encore une fois, je suis peut-être pessimiste et d'autres vous diront les choses autrement. Je pense que ce problème-là est réglé. Le port de Marseille n'est plus et ne sera probablement plus jamais un grand port économique à l'échelle méditerranéenne. Voilà, ça c'est réglé. Alors après, la question de la Méditerranée et des relations entre chercheurs en Méditerranée, oui, bien sûr, on circule. Moi, je circule beaucoup, par exemple, en Méditerranée, comme d'autres. Oui, on peut faire la Méditerranée de plein de bouts, etc. Mais encore une fois, moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, dans la manière dont, y compris un certain nombre d'intellectuels, je ne vais pas dire de chercheurs, mais d'intellectuels posent les choses, c'est de faire comme si toutes les activités étaient en balance dans la possibilité d'un renouveau économique de cette ville. Mais non, on ne fait pas des milliers d'emplois avec la culture, enfin vous le savez tous mieux que moi. On ne fait pas des milliers d'emplois avec un robinet qui fait circuler du pétrole et on ne fait pas des milliers d'emplois avec des sièges sociaux d'entreprises très spécialisées qui viennent s'installer dans une ville, c'est clair. On ne fait pas des milliers d'emplois et on ne fait pas non plus, on ne produit pas non plus une plus-value telle qu'elle peut être répartie sur la ville. Donc encore une fois, la question économique la plus sage la posture économique la plus sage qu'on puisse imaginer sur Marseille, c'est d'imaginer des dispositifs métropolitains de solidarité, c'est-à-dire une prise en charge réelle et sérieuse de la fragilité économique et sociale de cette ville. C'est des dispositifs métropolitains de solidarité, c'est tout. Et donc il faut que des villes comme Aix-en-Provence, le grand slogan de l'arrière-pays aixois, c'est de dire on ne va pas payer pour les Marseillais. Sauf qu'encore une fois, quand les Aixois vont se faire soigner leur cancer, ils vont se le faire soigner à Marseille. Donc je veux dire, la question est encore une fois de mettre en synergie la réalité d'une métropole qui existe, qui circule. C'est tout. Encore une fois, je sais que c'est pas très imaginatif ce que je dis là, mais je pense qu'il y a aussi parfois des solutions politiques simples. Bonjour. Du coup, je voulais commencer par les ports, en fait. Il me semblait que le problème des ports, c'était un problème aussi très français, pas seulement marseillais. Je pense que Le Havre a beaucoup décliné aussi, même s'ils ont fait des grands travaux. Bien sûr. Je pense qu'en France, on fait européen, beaucoup... on peut dire. Oh, Rotterdam s'en sort pas mal, mais... Bon, on fait beaucoup de grèves et je pense que ça plaît pas. Pour avoir travaillé à la CMA-CGM, je sais qu'à l'époque, ils avaient choisi Gênes.
parce que ça marchait mieux, et pas Marseille. Pourtant, Marseille était sur la ligne. J'ai pas dit de bêtises sur CMA. Jusque-là, tout va bien. J'ai aussi l'impression que dans ce que vous racontez, vous résumez pas mal Marseille à ses quartiers nord. En tout cas, vous en parlez beaucoup. Certes, c'est un problème, mais je pense qu'il y a aussi tous les quartiers sud qui sont quand même plutôt riches, et il y a de quoi faire. Je pense que les gens doivent avoir un travail quelque part, s'ils ont de l'argent, certainement. Oui. Et qu'il y a aussi une vie artistique à Marseille intéressante. Bien sûr. Beaucoup d'associations, beaucoup de choses Bien qui sûr. se créent et qui se passent. Et Bien sûr. voilà, c'est tout. Ouais, Pas mais vraiment de questions. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que oui, le problème économique des ports, il est européen. J'ai parlé du port de Gênes qui est en déshérence, etc. Encore une fois, toute proportion gardée, c'est un peu comme l'industrie automobile. On sait très bien qu'il y a beaucoup trop de constructeurs automobiles en Europe. Hein. D'ici 10 ans, il n'en restera plus qu'un. Voilà, donc il y en a au moins 5 ou 6 de trop. C'est un peu vrai aussi pour les... Alors, ce que je dis par rapport à la rationalité de ce que je dis, c'est sur l'économie mondiale et sur l'évolution du capitalisme, évidemment. Je ne dis pas que je trouve ça bien. Mais donc de la même manière qu'il y a beaucoup trop de constructeurs automobiles en Europe, dans la logique de mondialisation, il y a trop de ports. Donc il y en a un au nord, Anvers-Rotterdam, qui est très puissant et qui a aspiré la quasi-totalité des trafics. Il en faut un en Méditerranée parce qu'il en faut un au débouché du canal de Suez et sur l'Afrique. Il en faut un, il n'en faut pas 10, 12, etc. quoi. Et donc les ports ont intérêt à se retrouver une fonction et une utilité économique globale. Ça, c'est clair. Voilà. Alors après, oui, il y a les quartiers sud à Marseille, les gens travaillent. Pour la plupart, ils sont employés de la fonction publique. Hein. La quasi-totalité, encore une fois, l'employeur principal à Marseille, c'est l'État. Ce sont des employés de la fonction publique et ils sont cette classe moyenne tout à fait honorable et tout à fait pacifique et qui constitue l'essentiel de la sociologie marseillaise. Hein. Ce sont des classes moyennes avec différents étages et différentes voies, etc. Et ils sont effectivement beaucoup dans les quartiers sud. 3 sur la vie artistique à Marseille, bien sûr. Il y a une vie artistique à Marseille. Et j'ai envie de dire que la vie artistique est elle-même, et je le dis sans aucun cynisme, ça, mais je pense que la vie artistique aussi a bénéficié de la déshérence de la ville. Parce que précisément le foncier était à un moment donné dans les années 90, Marseille était la ville la moins chère d'Europe, à taille équivalente. Hein. Dans les grandes métropoles de plus d'1 million d'habitants, Marseille était la ville la moins chère d'Europe. Donc du coup, ça permettait à la fois de localiser des initiatives et tout. Les artistes qui voulaient faire du 4 mètres sur 5, qui trouvaient des locaux à Marseille qu'ils ne trouvaient pas à Paris ou même à Lyon. Donc c'était, vous ouvriez un théâtre ou une salle de concert aussi facilement qu'on pouvait ouvrir, je sais pas quoi, un local à frites. Hein. Donc je veux dire, Marseille avait des opportunités foncières qui permettaient précisément une sorte de dynamisme artistique. Oui, tout à fait. Moi, j'ai suivi et participé à l'histoire de la friche de la Belle de Mai. Quelle belle histoire. Je veux dire, quasiment 14 hectares de friches industrielles dont personne ne sait quoi faire et qui ont été donnés à des artistes sans aucune concurrence avec d'autres fonctions et tout. Quelle belle histoire. Alors après, c'est devenu plus belle la vie, ça c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, pendant les quelques années où la friche de la Belle de Mai a été un espace inventif et actif, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Donc oui, il y a une vraie activité artistique à Marseille, tout à fait.